Bien, eh bien, nous allons commencer. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à ce mercredi du comité, organisé par le Comité des travaux historiques et scientifiques, le CTHS. Je suis heureux d'accueillir ce soir Céline Bon, qui est paléogénéticienne, anthropologue, maître de conférences au Muséum national d'histoire naturelle de Paris et qui enfin, est membre de la section préhistoire, protohistoire du Comité des travaux historiques et scientifiques. Je vous remercie, Céline Bon, d'avoir accepté de présenter ce mercredi du comité ce soir, un mercredi qui sera consacré au thème enjeux et difficultés de la paléogénétique. Donc, bien écoutez, je vous laisse la parole et je vous remercie à nouveau d'avoir accepté d'intervenir ce soir. Merci beaucoup et bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir pour vous parler donc non pas d'une problématique ou d'une thématique scientifique, mais d'une discipline, la paléogénétique, qui actuellement est en plein développement et qui fait souvent pas la une forcément, mais qui provoque un certain nombre de débats et se retrouve beaucoup dans les articles de diffusion, de vulgarisation scientifique. Donc, il y a tellement de données qui ont été accumulées au cours de ces dernières années sur la paléogénétique que je ne peux pas vous faire un panorama complet des informations, des données scientifiques que cette discipline a pu apporter. Ça va du génome de Néandertal à la description de tout un ensemble de migrations et de métissages dans l'histoire humaine, de la découverte de nouvelles espèces humaines comme Denisova jusqu'à la reconstitution du phénotype d'individus anciens. Donc, on ne va pas pouvoir entrer dans tous ces détails-là, mais je voudrais ici surtout développer la méthode, comprendre ce que c'est que la paléogénétique, qu'est-ce qu'on étudie quand on fait des études paléogénétiques, quelles en sont les limites, quelles en sont les difficultés et quelles en sont quand même un certain nombre d'informations qu'on peut retrouver et que je vais détailler en particulier avec un exemple actuellement en cours d'étude au laboratoire. Donc, déjà, sur quoi se base la palogénétique? La palogénétique, elle se base sur des restes biologiques, des restes humains, et ceux qu'on va retrouver le plus fréquemment sur des sites archéologiques, c'est des squelettes, comme vous pouvez le voir ici. Et en soi, ces squelettes apportent déjà énormément d'informations, puisqu'on va avoir des données biologiques sur les individus qui sont inhumés, donc à quel âge ils sont morts, quel était leur état de santé, est-ce qu'on peut voir sur leur squelette des traces d'usure particulières, quel était pour des adultes leur sexe biologique, si les bassins sont bien conservés. On va pouvoir mettre ça en regard avec les données culturelles qui sont en contact ou à proximité de ces restes anciens. Et depuis quelques dizaines d'années, au lieu de juste décrire les squelettes de façon macroscopique, il y a de plus en plus de sciences qui vont s'intéresser aux données microscopiques, aux données moléculaires, aux données atomiques à l'intérieur de ces échantillons. La plus connue, la plus ancienne, c'est pouvoir dater l'origine des molécules biologiques avec le carbone 14, qui a quand même permis de donner un cadre extrêmement bien plus précis aux datations archéologiques des sites archéologiques. D'autres données qui vont s'intéresser là aussi aux différents isotopes des atomes vont pouvoir retracer des informations sur l'alimentation des individus, leur alimentation pendant l'enfance, leur alimentation pendant l'âge adulte, voire de plus en plus de données qui s'intéressent aussi à l'origine géographique, le substrat géologique sur lequel les individus ont passé telle ou telle période de leur vie. Là où l'ADN va être un peu différent, c'est que les informations qu'ils vont nous apporter vont être très nombreuses, très variées, que ce soit l'origine populationnelle de ces individus, que ce soit les relations de parenté biologique entre ces individus, le sexe biologique et également des caractéristiques phénotypiques. Et on reviendra sur tous ces enjeux. Donc, à partir d'une seule et même molécule, on va pouvoir obtenir une foule d'informations sur l'origine et la vie de ces individus.
Alors déjà, quand on fait de l'ADN, on s'intéresse donc à une information qui est l'information génétique. Et l'information génétique, en fait, on l'a connue bien avant qu'on découvre ce qu'était l'ADN. L'information génétique, c'est le nom qu'on a donné à une information transmise de génération en génération et qui explique l'hérédité des caractères. Donc, si je ressemble à mon père, c'est parce que on a une information qui a été transmise par mon père à moi et que j'ai transmise à mes enfants, qui explique pourquoi on a la même forme d'yeux ou la même couleur de cheveux. Il a fallu il a fallu le début du XXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle pour comprendre que cette information, elle était portée par une molécule qui est la molécule d'ADN. Et cette molécule d'ADN qui a cette forme en double hélice que je vous ai représentée ici, c'est une molécule qui finalement est assez simple, hein, comme un peu une échelle qui tournerait sur elle-même avec des montants et au milieu des barreaux. Et des barreaux, il en existe de 4 sortes, A, T, C ou G, qui se font face l'un à l'autre. Et en déterminant l'ordre dans lequel ces molécules A, T, C ou G s'enchaînent, eh ben, on va obtenir une séquence. Et la manière dont ces molécules A, T, C ou G s'enchaînent n'est pas du tout aléatoire. C'est elle qui est transmise de génération en génération et qui porte cette information génétique. Alors, cette information, elle est intéressante pour 2 aspects. Le premier aspect, c'est qu'elle va contenir des gènes qui sont un peu comme si l'ADN était un immense livre. Les gènes seraient des chapitres qui codent pour des protéines et qui sont responsables des traits phénotypiques, donc de la manière dont je vais avoir plus ou moins tendance à prendre du poids. Est-ce que je suis capable de digérer le lactose à l'âge adulte? Est-ce que j'ai la peau plutôt claire ou plutôt la peau foncée? La couleur de mes yeux, etc., etc. Et comme on ne porte pas tous la même séquence, il existe des variants, des positions qui vont différer entre les individus, et c'est ces variants qui vont expliquer pourquoi certains individus ont tel trait phénotypique et d'autres individus ont tel autre trait phénotypique. Donc une bonne partie de l'information de ce à quoi on ressemble, comment fonctionne notre organisme, est codée à l'intérieur de cet ADN. Et l'ADN nous intéresse aussi parce que, justement, elle est transmise, c'est une information qui est transmise de génération en génération avec un tout petit peu de modification. Alors, quand je dis un tout petit peu de modification, c'est pour un génome de 3,2 milliards de lettres, on va avoir en moyenne quelques dizaines de différences qui vont être accumulées d'une génération à l'autre, autour de 30, 40, 50 modifications qui vont être transmises d'une génération à l'autre, enfin, ajoutées d'une génération à l'autre. Et le fait qu'on ait cette transmission de génération en génération, une transmission qui est très conservative, ça va faire que des individus qui vont partager des ancêtres communs proches vont avoir moins de différences, vont avoir un génome, un ADN qui est plus proche que des individus qui vont partager des ancêtres communs éloignés. Et une bonne partie de tout ce qu'on appelle la génétique, génétique évolutive, génétique des populations, ça va être d'essayer de retracer ces partages de variants en commun et ce que ça peut nous apprendre sur l'histoire des populations, les ancêtres communs que les individus qu'on étudie ont partagés. Alors, quand on parle de l'ADN, souvent au collège, ce qu'on va montrer aux enfants, aux collégiens, ça va être ce genre de figure, c'est-à-dire un karyotype, l'ensemble des chromosomes qui vont constituer notre ADN. Et dans l'espèce humaine, on a un karyotype à 23 paires de chromosomes. Donc, à chaque fois, un chromosome provient du père, un chromosome provient de la mère, c'est pour ça qu'ils vont par 2. Et dans ces paires de chromosomes, on en a 22 qui sont des autosomes, qui ont bien cette transmission biparentale, c'est-à-dire qu'à chaque génération, on va transmettre la moitié de cette paire à la génération suivante. On a quelques chromosomes qui sont assez particuliers, ce sont les chromosomes sexuels qui vont déterminer quel va être le sexe biologique d'un individu. Donc, si un individu est XX, son sexe biologique va être femelle. Si un individu est XY, son sexe biologique va être mâle. Et ces chromosomes sont transmis, en tout cas pour celui qui va donc déterminer le sexe mâle, le Y, de transmission uniparentale, puisqu'il est forcément donné par le parent mâle, c'est-à-dire le père, et l'enfant qui va le posséder, alors, va être un garçon, donc va être un fils. Donc, on a forcément une transmission de père en fils. Alors, je dis, il y a toujours, en biologie, on a toujours des exceptions. Donc, il existe quelques rares cas où les individus peuvent être XY, mais grâce ou à cause d'une mutation sur certains des gènes du Y, vont quand même avoir un phénotype femelle. Mais c'est extrêmement rare. Donc, restons sur le principe général, le Y est sur une transmission uniparentale de père en fils. Et le X va avoir une transmission un peu particulière, vu qu'il va être de façon biparentale chez les mères, on va transmettre un mélange des 2 chromosomes X
à nos enfants. Et il va être de transmission uniparentale, transmis tel quel de père en fille. Et puis, il y a toujours un dernier petit bout du génome qu'on oublie généralement, parce qu'il est vraiment très petit, hein, ce génome-là que je vous présente, 3,2 milliards de lettres, de paires de bases. Le génome mitochondrial, lui, il est beaucoup plus petit, il fait seulement 17 000 paires de bases. Il est circulaire au lieu d'être linéaire comme les autres chromosomes, mais lui aussi a une transmission uniparentale de mère à enfant, c'est-à-dire au moment de la fécondation, les mitochondries, les chromosomes mitochondriaux des pères du spermatozoïde sont détruits et ne sont conservés que les chromosomes mitochondriaux de l'ovule, donc de la mère. Donc on a un peu cette triple exemple de transmission. Si on va s'intéresser aux chromosomes autosomaux, on va avoir des informations qui proviennent des deux côtés de l'arbre généalogique. Si on s'intéresse au chromosome Y, on a des informations qui proviennent que de la lignée paternelle. Si on s'intéresse au chromosome mitochondrial, on a des informations qui proviennent que de la lignée maternelle. Donc, en exploitant ces différentes sources d'informations, on va pouvoir retracer les relations de parenté qui peuvent différer, suivre les événements démographiques qui peuvent différer entre les hommes et les femmes. Alors, un terme que j'ai introduit et que je n'ai pas encore vraiment défini pour l'instant, c'est la population. Finalement, quand on fait de la génétique, on parle de génétique des populations. Je vous ai déjà introduit la notion de population. Et qu'est-ce que c'est que cette population? Une population, c'est en tout cas en génétique, parce qu'on peut avoir plusieurs définitions, mais en tout cas en génétique, c'est un ensemble d'individus qui vont montrer une unité de reproduction, c'est-à-dire que les membres d'une population vont avoir tendance à se croiser plutôt les uns avec les autres qu'avec des individus d'autres populations. Ils peuvent se croiser avec des individus d'autres populations, ils le font, donc ce n'est pas comme une espèce où là on ne peut pas se croiser avec les membres d'une autre espèce, on peut se croiser avec des membres d'une autre population, mais on a plutôt tendance à avoir des enfants avec les membres de sa population. Ce qui fait qu'au final, la population, on peut la prendre à plein d'échelles différentes, et je reviendrai sur ces notions-là. Quand on fait de la génétique, à partir de cette population, qui va nous donner donc plein d'informations sur les individus qui la composent et l'histoire de leurs ancêtres, on ne va pas étudier tout le monde. On va souvent ne cibler déjà que les individus dont les 4 grands-parents appartiennent à la même population pour éviter tout le bruit ou toutes les informations superflues qui peuvent être liées à des événements récents. On va en plus choisir des individus qui ne sont pas apparentés. Comme je vous l'ai dit, des individus qui sont apparentés vont avoir des variants en commun. Donc, on va exploiter une plus grande diversité au sein de la population si on a des individus qui ne sont pas apparentés. Et puis ensuite, on va faire un échantillonnage aléatoire représentatif. Est-ce qu'en ADN ancien, cette approche peut être faite de façon similaire? De façon beaucoup plus difficile, en fait. Déjà parce que la population inhumée n'est pas forcément représentative de la population ancienne. Alors bien sûr, à certaines périodes, on a une assez bonne corrélation entre la population qui est inhumée dans un cimetière et la population existante, ancienne, qui a réellement existé. Par exemple, au Moyen-Âge, quasiment tout le monde avait accès à même processus funéraire. Ce n'est pas forcément le cas pour toutes les périodes, déjà parce qu'on peut avoir plusieurs modes de traitement du cadavre, donc qui inhumation, qui incinération, qui exposition. Or, c'est assez difficile d'extraire de l'ADN ancien d'ossements qui ont été brûlés. Donc, nous, en ADN ancien, on a forcément accès uniquement ou quasiment uniquement aux individus qui ont été enterrés. Et puis parce que la préservation des os et du matériel osseux n'est pas du tout la même dans les différents cas. Donc, on va déjà avoir un biais de qui a été inhumé au sein de la population ancienne. Ensuite, on va avoir un problème de conservation de l'ADN sur lequel je vais revenir plus en détail tout à l'heure, mais qui fait qu'on ne peut pas avoir accès à des informations génétiques pour l'ensemble des individus d'une nécropole. On peut supposer que là, c'est quelque chose qui est à peu près aléatoire, on n'a pas vraiment de biais de cet ordre-là. Et puis, on va assez rarement avoir accès à des méta-informations. L'apparentement, on déterminera seulement a posteriori, mais avant d'analyser les individus, on ne sait pas s'ils vont être apparentés ou non et si on va avoir une information redondante. On ne sait pas si tel individu a bien ses 4 grands-parents qui appartenaient à la même population ou si c'est un migrant récent ou issu d'un métissage récent et qu'au final, il n'est pas forcément idéal pour répondre à la question qu'on se pose. Donc, on a ces difficultés qui se posent en ADN ancien comparativement aux études de génétique des populations modernes.
Et puis, je vous ai dit, une population, c'est des individus qui peuvent se croiser les uns avec les autres. Or, autant quand on va échantillonner dans un village en Asie centrale, on a des individus qui appartiennent peu ou prou à la même génération ou à peut-être une génération d'écart. Quand on va étudier des restes humains qu'on va retrouver dans une nécropole, on a un certain nombre de générations qui va différencier les différents individus qu'on étudie. Et donc, au final, les individus, certains ne se sont jamais croisés. Donc, n'auraient pas eu cette possibilité de se croiser les uns avec les autres. Est-ce que c'est vraiment une population dans le sens qu'on l'étudie habituellement en génétique des populations? C'est l'une des difficultés que l'on a quand on étudie l'ADN ancien. Et puis enfin, qu'est-ce qu'on va labelliser comme étant la population des néolithiques, la population de la céramique cordée, par exemple? On va labelliser à partir de données archéologiques, de données culturelles, mais on n'est pas tout à fait certain, et c'est là que l'ADN ancien peut parfois apporter des données assez originales. Est-ce qu'on a un bon recouvrement entre ces catégories culturelles, ces catégories et la catégorie biologique d'appartenance à la même population? Je vous ai dit, cette population, on va pouvoir la définir à différentes échelles, donc ne serait-ce qu'en ADN, en ADN moderne, tout ce qui va faire une barrière à la reproduction, une barrière au mariage, va pouvoir définir différentes populations. Ça peut être une échelle géographique, d'éloignement. On a plus de chances quand on habite à Paris de se marier avec un autre Parisien qu'avec un Niçois. On a plus de chances de se marier avec un Français qu'avec un Italien ou avec un autre Européen qu'avec un Asiatique, par exemple. Donc, on va avoir ces critères de définition d'une population qui sont purement d'éloignement géographique. Mais on va pouvoir aussi avoir d'autres critères qui vont rentrer en ligne de compte. Le fait de parler la même langue facilite les mariages, et on a vu dans des études qui ont été menées au laboratoire en Asie centrale qu'on se mariait parfois plus facilement avec des gens qui parlent la même langue et qui habitent à 1000 km qu'avec le voisin qui habite à quelques kilomètres, mais qui parle une langue différente, qui a une culture différente. Donc, ces critères culturels, linguistiques vont avoir une importance extrêmement élevée dans la définition de la population. D'autres critères, tels que la religion, par exemple, vont aussi pouvoir intervenir sur la définition de la population. En ADN ancien, là aussi, on est face à ces difficultés. Donc, souvent, le critère qui va être utilisé va être le critère du site archéologique. Les individus qui sont retrouvés sur le même site archéologique, on va considérer qu'ils appartiennent à la même population. Et donc, on ne va pas forcément les regrouper avec des individus qui pourraient appartenir à la même culture archéologique, mais situés à quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres de là. Ce qui est très utile quand on étudie des cultures pour lesquelles on a des dizaines d'individus qui sont enterrés dans une nécropole, ce qui devient plus problématique quand on a des ossements épars et on ne sait pas forcément les rapporter à une population de façon aussi simple. On utilise aussi souvent le critère de la culture archéologique avec ce gros problème qu'on peut avoir des critères céramiques, des critères culturels qui ne correspondent pas forcément aux critères populationnels. Si on prend aujourd'hui la présence de bouteilles de Coca-Cola pour définir des populations, on va se retrouver un petit peu embêté vu qu'on va en retrouver dans plein de populations, parfois très éloignées génétiquement. Pareil sur telle ou telle pratique funéraire, position lors de l'inhumation, etc., etc. Et le dernier point, c'est qu'au sein d'un site, parfois sur la même nécropole, on va pouvoir avoir plusieurs populations qui ne se marient pas forcément les uns avec les autres. On peut avoir l'exemple, par exemple, des citoyens et des esclaves qui vont être enterrés au même endroit, ou à proximité, dans les mêmes lieux géographiques, mais pas forcément appartenir à la même population génétique. L'intérêt, c'est qu'après, une fois qu'on a obtenu ces données génétiques, on peut essayer de revenir aux critères de catégorisation qu'on a utilisés initialement pour pouvoir les discuter et regarder où sont les différences entre les différents critères de catégorisation. Une fois qu'on a donc ces échantillons, qu'on a essayé de les catégoriser, on va essayer donc d'extraire, de retrouver l'ADN, l'information génétique au sein de ces échantillons. Et l'un des gros soucis qu'on a, c'est que cet ADN se dégrade au cours du temps. La première dégradation, elle est assez évidente, c'est la putréfaction, c'est-à-dire qu'on va voir disparaître les tissus les plus riches en ADN. On ne va conserver à la fin que des ossements. Or, les ossements, il n'y a pas énormément de cellules à l'intérieur, il n'y a pas énormément d'ADN. Si je devais faire une étude génétique sur des populations modernes,
Je ne leur demanderai pas de me donner un os, déjà que ce serait un peu compliqué, mais ce n'est pas le tissu à partir duquel j'aurai le plus de chances de récupérer de l'ADN de bonne qualité. En paléogénétique, on fait avec ce qu'on a, et ce qu'on a, dans l'immense majorité des cas, c'est des ossements. Alors bien sûr, il y a quelques exceptions. On peut parfois retrouver des momies, et dans la momification, le processus de momification, on va préserver ces tissus qui sont riches en ADN. Préserver ces tissus qui sont riches en ADN. Alors, ça a été le cas, par exemple, pour Otzi, cette momie qui a été retrouvée dans un glacier à la frontière entre l'Italie et l'Autriche, qui datait de la fin du néolithique, et pour lequel, effectivement, les tissus riches en ADN étaient très bien préservés. L'ADN de Otzi a pu être séquencé avec énormément de succès. Mais ce n'est pas parce qu'on a une bonne préservation des tissus riches en ADN qu'on a une bonne préservation de l'ADN en soi, puisque d'autres facteurs vont intervenir. Et typiquement, les momies égyptiennes qui ont été conservées dans un climat qui est extrêmement chaud, les momies des tourbières qui ont été conservées dans un milieu très acide vont avoir un ADN extrêmement dégradé et quasiment inexploitable. Donc, les momies, c'est toujours mieux si ce sont des momies qui ont été conservées par le froid et non pas par d'autres facteurs taphonomiques, environnementaux. On a donc cette diminution ensuite de la quantité d'ADN jusqu'à la disparition complète. Alors souvent, une grande question, c'est jusqu'à quand on peut retrouver de l'ADN. Le génome le plus ancien qui a été séquencé, c'est un génome de mammouth qui date d'un peu plus d'1 million d'années. C'est un peu la limite et théorique et pratique qui a été observée en paléogénétique. Donc impossible de retrouver de l'ADN de dinosaures. Là, on se situe sur des échelles de temps qui sont beaucoup plus importantes. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que cette diminution de l'ADN, elle est d'autant plus rapide que le climat dans lequel les échantillons sont conservés est chaud et humide, et que donc, ces échantillons avec de l'ADN très ancien ont été retrouvés dans le pergélisol, donc dans ce sol qui reste gelé en permanence et qui donc est plus propice à la préservation de l'ADN. Dans des climats tempérés, on a une préservation de l'ADN dans les meilleurs des cas, sur quelques dizaines de milliers d'années. Dans les climats chauds, on a une préservation de l'ADN qui, là, plutôt se compte en centaines d'années. L'autre difficulté qu'on va avoir, ça va être la diminution de la taille des fragments d'ADN. Je vous ai dit, le génome, c'est 3,2 milliards de paires de bases. Nous, les fragments d'ADN qu'on récupère en ADN ancien, ils font quelques dizaines de paires de bases, donc ils sont beaucoup plus courts. Et puis, on a d'autres difficultés, qui est que la séquence en elle-même change avec ce qu'on appelle des mutations CVRT, les cytosines. Une de ces lettres est fréquemment remplacée par une thymine, ce qui nous pose un certain nombre de difficultés méthodologiques et d'incertitudes sur la séquence qu'on obtient. Alors, grâce à ça ou à cause de ça, il y a énormément de méthodes qui se sont développées justement pour essayer à la fois au laboratoire et ensuite en analyse des séquences pour essayer de contrebalancer ces effets de la dégradation de l'ADN. Dernier problème, c'est que si j'extrais l'ADN de cet individu, ici retrouvé sur ce site archéologique, je vais retrouver, si j'ai de la chance, son ADN à lui, endogène. Je vais surtout retrouver de l'ADN environnemental, des bactéries, des champignons, tous les micro-organismes présents dans le sol, qui vont constituer jusqu'à 90 à 99% des fragments d'ADN que l'on séquence. Ce qui fait que les analyses génétiques nécessitent de séquencer 10 ou 100 fois plus de données que si les analyses paléogénétiques nécessitent de séquencer 10 ou 100 fois plus de données que si on faisait une analyse génétique normale sur de l'ADN moderne. Donc, on a un coût qui est beaucoup plus élevé des analyses paléogénétiques par rapport aux analyses génétiques sur les populations actuelles. Ce qu'on fait pour essayer d'éviter ces problèmes-là, c'est on va travailler sur des échantillons bien particuliers du squelette, l'os pétreux, les racines de dents, qui sont moins perméables à l'eau et donc à l'ADN environnemental qui peut se retrouver dans les fluides qui circulent autour du squelette. Et le dernier problème, qui est un problème difficile à envisager a posteriori, c'est le problème de l'ADN humain contaminant ici. C'est-à-dire que quand les fouilles sont effectuées, elles sont effectuées par des humains qui ont leur propre génome, qui est très similaire au génome des individus qu'ils fouillent, avec seulement très peu de différence. Et on a toujours un risque, s'ils laissent leur matériel génétique à eux sur les échantillons qu'on étudie, on a toujours le risque d'étudier l'ADN des fouilleurs ou des personnes, des humains actuels qui ont manipulé l'échantillon, plutôt que l'ADN de l'humain ancien qui nous intéresse.
Moi, j'ai fait ma thèse sur l'ours des cavernes. Ça ne me serait pas venu à l'idée de donner mes ossements d'ours à manipuler à des ours bruns actuels ou d'avoir un ours brun dans le laboratoire au moment où j'étais en train de faire les expériences. Quand on travaille sur de l'humain, eh ben, on est forcément avec un autre humain dans la pièce, d'autres humains qui l'ont étudié. Donc, on a cette difficulté supplémentaire. Alors, on essaye de rajouter plein de mesures de protection pour éviter ces contaminations, surtout qu'on a du mal à différencier cet ADN humain moderne de l'ADN humain ancien. Donc, par exemple, demander aux gens de ne pas manipuler les ossements à main nue, de mettre des gants, de porter un masque. Alors, on a été un peu aidé par le Covid, là, j'avoue, de porter un masque, d'éviter de toucher à main nue les échantillons. Et nous, au laboratoire, on va travailler dans des laboratoires spécifiques pour de l'ADN ancien qui sont en surpression pour éviter l'entrée de matériel génétique provenant de l'extérieur, qui sont exposés aux UV toutes les nuits. On va travailler sur ces paillasses qui sont ainsi enfermées dans une sorte d'armoire, où là aussi, on va avoir des mesures de sécurité, des expositions aux UV entre chaque expérience, etc., etc. Et on va travailler avec plein de protections. Alors, pas nous, on ne se protège pas des échantillons anciens, ils ne sont pas toxiques, mais on va protéger les échantillons anciens de nos propres contaminations avec une combinaison intégrale, des charlottes, masques, double paire de gants, etc., etc. Donc, on est un petit peu paranoïaque de ces contaminations, mais c'est parfois dommage d'avoir détruit une partie d'un échantillon humain, d'avoir consacré beaucoup de temps, beaucoup d'argent et de se rendre compte à la fin qu'il n'est pas exploitable parce qu'il est trop contaminé. Comment est-ce qu'on fait justement dans ce laboratoire? La première étape, c'est d'extraire l'ADN de l'échantillon ancien. Donc pour ça, on va réduire en poudre une partie de l'os. Alors pas beaucoup, hein, on va prendre 50 à 100 mg en général, des quantités qui sont très faibles. Mais c'est vrai qu'il faut avoir en tête que cette analyse, elle est destructive par nature, puisqu'on ne peut pas extraire de l'os extraire de l'ADN juste en regardant l'os de loin. Ensuite, on va liser, détruire tout ce qui est la matrice osseuse pour mettre l'ADN en solution. Et puis ensuite, on va avoir plusieurs étapes de purification de cet ADN, de concentration et de purification, ce qui fait qu'à la fin, dans ce petit tube, dans le liquide transparent qui est ici, on va retrouver notre ADN ancien concentré. Après, alors je ne rentre pas dans les détails méthodologiques, mais on va le préparer pour le séquençage. On va lui rajouter des petits bouts qui vont lui permettre d'être reconnu par la machine qui va faire le séquençage. Et puis, on va l'amplifier un petit peu parce qu'on travaille avec des concentrations qui sont bien plus faibles que celles auxquelles les séquenceurs sont habitués. Et donc ça, on va le mettre après dans cette grosse machine qui va faire elle-même le travail de prendre la molécule biologique et de déterminer l'ordre des paires de bases à l'intérieur de cette molécule biologique et va nous ressortir à la fin ce genre de fichier ici qui va correspondre donc à de l'ADN ancien. Hein. Chaque 4 lignes correspondent à une séquence d'ADN ancien avec le nom de la séquence, l'ordre des paires de bases, C, T, G, C, T, etc., etc. Et puis un critère de qualité. Et puis ça recommence. Des lignes comme ça, on en a des millions, voire des milliards. Alors, que faire? Déjà, essayer de retrouver ces petits à l'intérieur, de reconnaître ce qui est de l'ADN humain de ce qui est de l'ADN non humain. Et pour ça, on va les aligner sur le génome de référence et se retrouver après avec quelque chose d'un peu plus manipulable, où là, on va savoir que cette séquence TTG-TTA, elle s'aligne sur le chromosome 1 à la position 52 179, et que cette séquence ici, ACCTA, etc., s'aligne toujours sur le chromosome 1 à la position 567 676, etc., etc. Alors déjà, ça va nous apporter un certain nombre d'informations. La première information que ça va nous apporter, c'est déterminer le sexe biologique. On en a déjà parlé, les hommes, les mâles, ont un chromosome X et un chromosome Y. Les femelles ont 2 chromosomes X. Et pour chacun des autres chromosomes, les autosomes, eh bien, on a 2 représentants de chaque chromosome. Si on regarde le nombre de fois en moyenne qu'une position sur chacun des chromosomes est couvert, on va obtenir ce genre de graphique. Donc sur le chromosome 1, sur le chromosome 2, bon, vous voyez qu'on n'a pas énormément de différence. Ça devient un peu plus aléatoire sur les chromosomes plus petits parce qu'on a beaucoup moins de séquences qui vont s'aligner dessus. Donc on a plus de facteurs aléatoires
qui vont intervenir. Et vous voyez ici que le chromosome X, il est à peu près équivalent en termes de couverture. Il y a à peu près en moyenne le même nombre de positions qui sont couvertes pour chacun, pour le chromosome X que pour les autres chromosomes, les autres autosomes. Ici, un autre exemple où on a pareil, une certaine couverture pour chacun des chromosomes. Et vous voyez ici que le X est 2 fois moins couvert que les autres et que le Y est 2 fois moins couvert aussi que les autres. Ici, on est face à une femme et là, on est face à un homme. Donc, on arrive, même avec très peu de données génétiques, à déterminer le sexe biologique des individus, juste en comptant le nombre de positions, de fragments d'ADN qui correspondent à chacun des chromosomes après cette analyse extrêmement rapide. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est complémentaire des analyses bioarchéologiques. Déjà, on peut vérifier qu'on est bien d'accord, on est bien en concordance, c'est généralement le cas, c'est quasiment toujours le cas, mais ça va permettre de déterminer en particulier le sexe biologique d'individus pour lesquels on ne peut pas le déterminer de façon bioarchéologique, pour lesquels le bassin n'est pas bien préservé ou pour lequel le bassin est encore immature, donc pour tous les bébés, enfants, adolescents, on n'a pas encore de différence morphologique marquée entre les hommes et les femmes. Bien sûr, les bioarchéologues ont le problème de la préservation du bassin. Nous, on a le problème de la préservation de l'ADN. Si l'ADN n'est pas préservé, cette analyse n'est pas possible. Donc, je reprends le processus, on les aligne sur le génome de référence, et puis après, on va regarder par rapport à ce génome de référence, où est-ce qu'on a des différences. On va extraire ces positions qui sont différentes du génome de référence. On va avoir après toutes des étapes de filtration pour être bien sûr que nos positions variables sont bien référencées dans les données déjà connues. Et on va, à partir de là, pouvoir déterminer d'autres données. Et une autre donnée qui est intéressante, ça va être de déterminer les relations de parenté biologique entre les individus. Donc, sur le principe, lorsqu'on a un mariage au sein d'un couple avec des enfants qui sont nés, eh bien, les enfants vont hériter de la moitié du patrimoine génétique de leur père et de la moitié de leur mère. Donc, entre ce parent et cet enfant, on a 50% de l'ADN qui est totalement identique, à quelques dizaines de mutations près, et 50% qui va provenir de l'autre parent, de sa mère, et donc qui va avoir comme différence la différence moyenne qu'on va retrouver dans la population. Et donc, on peut, en regardant l'ADN, si on a des individus qui ont 50% du génome totalement identique entre eux et 50% qui sont similaires à la diversité génétique de la population, estimer qu'ils peuvent être parents-enfants. Supposons maintenant que cet individu ait un frère. Eh bien, ce frère va avoir hérité aussi de 50% du génome de son père. Donc, on va avoir un quart de son génome qui va être identique provenant du père à son autre frère. Il va avoir hérité de 50% du génome de sa mère, donc 25% là aussi qui va être identique mais provenant de la mère à son frère. Et donc, parents-enfants, frères-sœurs, on va avoir de la même façon 50% identique entre les individus, 50% similaire à la diversité génétique qu'on va retrouver dans la population. Et puis, on peut s'amuser ainsi à poursuivre les générations. Si cet individu se marie à nouveau avec quelqu'un de sa population, il a des enfants, eh bien, on va avoir 25% du génome de ce petit-fils qui va être identique à celui de son grand-père et 75% qu'on va retrouver le même nombre de différences moyennes qu'on retrouve dans la population. Et pour cet individu, même principe, il va aussi avoir 25% qui va être identique à celui de son oncle et 75% similaire à la diversité génétique de la population dans laquelle il se trouve. Et si cet individu-là a aussi des enfants, eh bien, entre les cousins germains, on va avoir 12,5% qui sont identiques entre eux, entre cousins germains, et 87,5% similaires à la diversité génétique. Bon, généralement, à la génération d'après, avec un degré supplémentaire d'écart, on va avoir du mal à le déterminer par la génétique, puisqu'on va avoir trop peu de portions qui vont être vraiment identiques et trop de portions qui vont être similaires à la diversité génétique de la population. Donc, en fait, en génétique, on va considérer qu'à partir de cousins germains, après cousins germains, les individus ne sont plus apparentés sur le plan biologique, à la définition d'apparentement telle qu'elle est donnée par la génétique. On peut avoir un apparentement, on peut considérer qu'on est très proche et qu'on est de la même famille que son cousin issu de germain, mais sur le plan génétique, en fait, vous partagez très, très peu de positions qui sont exactement identiques.
En paléogénétique, on est en plus soumis à la dégradation de l'ADN qui permet même parfois même pas d'aller chercher des degrés d'apparentement aussi éloignés que cousins germains. Ce type d'analyse, on l'a fait donc, sur un couple d'individus, 2 individus qu'on a retrouvés, qui ont été retrouvés lors de fouilles qui ont été menées par Bertil Lyonnais dans le Sud-Caucase, sur le site de Menteş-Tepe, donc qui est un site du début du néolithique dans le Sud-Caucase. Et lors de ces fouilles, elle avait retrouvé donc, ces 2 individus étroitement enlacés l'un à l'autre. Et l'analyse bioarchéologique avait été effectuée par Laure Pecker, qui avait déterminé que c'était 2 adolescents, mais donc que la morphologie du squelette ne permettait pas de déterminer le sexe de ces individus. Donc déjà, avec la génétique, on a pu déterminer que c'était 2 garçons. Et en regardant la diversité génétique qu'on retrouvait entre ces 2 individus, comparée à d'autres individus du site ou la diversité génétique qu'on retrouvait dans un autre site archéologique situé pas très éloigné, et ben on s'est rendu compte que eux, la quantité de différence qu'on voyait correspondait à un apparentement au premier degré. Alors, ces 2 garçons, donc ils ne peuvent pas être mère et fils. Ces 2 adolescents, donc ils ne peuvent pas être père et fils. Donc, ces deux enfants enlacés étaient donc 2 frères qui ont été inhumés de cette façon-là, de façon extrêmement proche. Donc, l'intérêt de la paléogénétique dans ce cadre-là, ça va être donc de déterminer les relations de parenté biologique. Ça donne accès à une donnée qui était considérée comme inaccessible autrement. Alors, il y avait quelques tentatives qui étaient faites sur certains caractères discrets, héritables, pour déterminer des relations de parenté génétique, mais d'une façon, on ne peut pas déterminer quelle est la distance, justement, le degré de parenté entre ces 2 individus, et c'était des résultats qui étaient assez discutés. Là, on a une donnée qui est indiscutable. Ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre de comparer la parenté biologique et la parenté sociale. Quand des individus sont enterrés dans la même sépulture, est-ce qu'ils sont apparentés biologiquement? Est-ce qu'ils ne sont pas apparentés biologiquement? S'ils ne sont pas apparentés biologiquement, qu'est-ce qui fait qu'on va les retrouver ensemble? C'est quelque chose qui est très enrichissant et qui va pouvoir permettre de donner un autre regard sur les sites archéologiques. Cependant, il faut bien noter qu'elle est limitée au 2e et au 3e degré, et que donc ce que nous, on voit comme degré de parenté biologique peut être assez différent de ce qu'eux voyaient comme degré de parenté biologique. Et si on prend l'exemple de Louis XV, sur le plan social, il est clairement apparenté à Louis XIV. C'est là dont il tire son statut social, c'est là dont il tire sa position dans la société, sauf qu'il est apparenté comme étant un arrière-petit-fils, et donc à un degré de parenté biologique qui, a priori, ne serait pas visible en génétique. Donc, on n'aurait pas de parenté biologique, elle serait invisible, mais il y a quand même une parenté sociale qui est très claire, et même une parenté biologique qui existe. Donc, toujours garder en tête que la paléogénétique, si elle ne voit pas de lien de parenté, c'est peut-être que les liens de parenté sont trop éloignés pour nous, pour la génétique, mais pas forcément trop éloignés pour les individus qui le vivent. Et puis, le dernier point qui est assez important aussi, c'est qu'il faut qu'on récupère de l'ADN qui soit préservé de bonne qualité pour ou les 2 individus dont on veut tester la relation de parenté, ou si on veut tester la relation de parenté au sein d'une nécropole, le maximum d'individus possible. Et ici, nos 2 individus qui étaient enlacés provenaient d'une sépulture collective sur lequel on avait près d'une trentaine d'individus qui étaient enterrés, plus d'une trentaine d'individus qui étaient enterrés les uns avec les autres, vraisemblablement au même moment. Donc, un très bel exemple de population telle que justement on les recherche en paléogénétique. Et pour ces individus, on a pu obtenir des informations génétiques que pour 4, donc MT23, MT26, les deux adolescents enlacés, le premier qui est ici et le numéro 7 qui est là. Donc, on n'a pas retrouvé de lien de parenté entre les autres individus, mais peut-être que en fait, si on avait pu avoir de l'ADN pour plus d'individus au sein de cette sépulture, on aurait pu potentiellement retrouver plus de liens de parenté et donc mieux comprendre la manière dont la sépulture était organisée. Dernier point, une fois qu'on a récupéré tous ces variants, qu'on les a comparés les uns avec les autres, on peut s'intéresser également à une comparaison avec tous les autres génomes qui sont disponibles dans les bases de données. Alors, il faut savoir qu'en génétique et paléogénétique, lorsqu'on veut publier un article, il est nécessaire de donner ces données, de mettre ces données à disposition
des autres chercheurs dans des bases de données publiques, ce qui nous permet donc de comparer facilement par rapport aux autres études paléogénétiques qui ont été effectuées. Alors, cette question de la génétique des populations, c'est un champ énorme de la... Enfin, c'est quelque chose qui est extrêmement vaste. Toutes mes excuses. Et je ne vais pas rentrer dans les détails statistiques et toutes les méthodes statistiques qui permettent de faire de la génétique des populations parce que 30 minutes serait bien trop court. Et puis, je pense que je lasserai beaucoup de gens assez rapidement. Je vais juste vous en présenter une qui est la plus visuelle et qui est toujours la première qu'on effectue, qui est une analyse descriptive, l'analyse en composantes principales. Le principe, si on va comparer les individus 2 à 2, et on va les représenter sur une figure de telle façon que plus ils ont de différences génétiques, plus ils sont éloignés génétiquement, plus ils vont être éloignés sur l'analyse en composantes principales. C'est un peu ce qui est représenté ici. Plus les individus sont éloignés, donc, par exemple, ces individus ici asiatiques sont très éloignés génétiquement des populations ici bédouines ou des populations européennes qui sont représentées ici. Donc, ici, sur cette figure, sont représentées en gris des populations eurasiatiques actuelles, donc de Proche et Moyenne-Orientale, Asie de l'Est, Asie du Sud, Europe ici, et sont représentées en couleur différentes populations, différents individus anciens, donc de différentes origines géographiques. Et on a effectué cette analyse pour voir comment nos individus de MTHTP, donc les deux frères MT23, MT26, puis les autres individus qu'on avait séquencés, se situaient par rapport aux autres populations contemporaines de ce moment-là. Est-ce que ça nous permettait de retracer l'histoire de cette population et son origine? Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que comparativement, donc les individus de MTHTP sont situés ici, comparativement aux chasseurs-cueilleurs du Sud-Caucase, ils en étaient assez éloignés des chasseurs-cueilleurs du Sud-Caucase pour lesquels on avait des données génétiques. Ils étaient intermédiaires en fait entre ces populations du Sud-Caucase mésolithique, de chasseurs-cueilleurs, et les premières populations d'agriculteurs provenant en rose pâle du Levant et en vert clair, en vert pâle ici, d'Anatolie. Donc on avait une population qui était intermédiaire et qui en fait, via d'autres analyses statistiques, on a pu démontrer qu'elle était issue d'un métissage entre les chasseurs-cueilleurs locaux et les premières populations d'agriculteurs d'Anatolie, enfin du croissant fertile. Alors, l'une des difficultés qu'on a, c'est quand je dis les chasseurs-cueilleurs locaux, c'est ce qui semble le plus logique, mais en fait, ces populations de chasseurs-cueilleurs du Sud-Caucase sont à peu près indifférenciables génétiquement des populations iraniennes contemporaines. Donc, peut-être elles sont issues en fait, d'un métissage entre ces populations iraniennes contemporaines et les populations du croissant fertile Anatolie-Levant. Donc, ces analyses donc, de comparaison entre populations anciennes vont permettre de quantifier l'importance de ces migrations. Donc, pour nos individus de MTHTP, voir que c'est à peu près un tiers cette population ou iranienne néolithique ou de chasseurs-cueilleurs du Caucase, et un tiers de population d'Anatolie Proche-Orient, 2 tiers de population d'Anatolie Proche-Orient. On va pouvoir dater ces migrations également en regardant la manière dont ces variants génétiques provenant de telle ou telle population se différencient. Et là, pour ce cas-là, on a obtenu une datation qui était très récente, de quelques générations seulement, avant la naissance des individus qu'on regardait. Ce qui est très intéressant quand on met en regard du contexte archéologique, vu que la culture Chomu-Choulaveri à laquelle ces individus appartiennent est une culture qui est très récente à ce moment-là. Donc on aurait sans doute une culture qui serait née de l'interaction, du métissage entre ces différentes populations proche-orientales. Et puis d'autres études, alors que là on n'a pas fait sur MTHTP, qui ont été faites dans d'autres cas pour déterminer si on observe un biais en fonction du sexe biologique. Est-ce que c'est une migration, un métissage qui est plutôt menée par les hommes ou plutôt menée par les femmes? Donc, ces analyses ont été faites dans plein de contextes différents, alors principalement des contextes européens et eurasiatiques de façon générale, m'ont permis par exemple de comprendre que la population européenne actuelle est issue d'un métissage entre 3 populations, des populations de chasseurs-cueilleurs anciennes, une population qui est arrivée au moment du néolithique, au début du néolithique, provenant d'Anatolie, et une autre population qui est arrivée à la fin du néolithique, début de l'âge du bronze, provenant d'Ukraine, enfin, des steppes pontiques. On peut mettre également en évidence que cette deuxième migration, et c'était surtout des hommes des steppes pontiques qui venaient, et qui se sont métissés avec des femmes locales.
Ce qui est intéressant encore, c'est de voir si on peut établir des liens entre ces changements culturels et génétiques ou pas. Typiquement, l'arrivée du néolithique en Europe, elle est très clairement corrélée à l'arrivée de ces populations anatoliennes. En revanche, à l'âge du bronze, on a des phénomènes culturels qui se passent, mais qui ne sont pas forcément toujours corrélés à la présence dans le pool génétique des individus qu'on étudie de ces métissages avec les populations des steppes pontiques. Donc, mettre en regard ainsi ces changements culturels, ces changements démographiques, populationnels, et essayer de comprendre s'ils matchent. Bon, c'est plutôt simple d'essayer de comprendre l'origine. Si on n'a pas de relation, s'ils ne matchent pas, d'essayer de comprendre pourquoi on n'a pas, qu'est-ce qui s'est passé, essayer de démêler les fils de ces modifications. Et puis, l'autre aspect sur lequel je veux insister, c'est que je vous disais, toutes les données doivent être déposées dans des bases de données publiques. Donc, on a une base de données de référence qui est en cours d'élaboration. Donc là, chaque individu correspond à un génome de plus ou moins bonne qualité séquencé et disponible. Les couleurs correspondent aux différentes périodes. Je ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez qu'on a quand même une surreprésentation de certaines régions géographiques, en particulier tout l'ouest de l'Eurasie, une sous-représentation d'autres régions géographiques, généralement liées à la difficulté d'obtenir de l'ADN bien préservé dans ces régions, ou liées parfois à des contextes politiques, en particulier, par exemple, les populations d'Amérindiens sont très réticentes à laisser des analyses paléogénétiques s'effectuer sur les restes de leurs ancêtres. Et puis un dernier point, c'est encore une fois ce degré de précision. Nous, quand on va étudier des populations, au final, on n'a pas forcément dans la génétique un degré de précision qui est équivalent à celui qui peut être obtenu par des archéologues pour établir des catégorisations, des catégories archéologiques. Et si je reprends l'exemple ici de mes chasseurs-cueilleurs du Sud-Caucase à comparer par rapport aux agriculteurs iraniens, on ne voit pas vraiment de différence génétique alors qu'on a des centaines, des milliers de kilomètres qui les séparent, des modes de vie qui sont différents et tout un contexte culturel qui est extrêmement différent. L'autre difficulté qu'on obtient avec les datations génétiques, c'est qu'elles sont souvent extrêmement imprécises et donc souvent pas très utilisables de fait. Et dernier point avant de conclure, je reviens donc sur cet ADN, sur cette information génétique qui non seulement est intéressante parce qu'elle est transmise de génération en génération et permet donc d'étudier les événements démographiques qui ont pu se passer, mais aussi parce qu'elle contient ces gènes qui vont coder pour des traits phénotypiques. Et donc, à partir des données d'ADN anciens, est-ce qu'on peut reconstruire le phénotype, l'apparence des individus anciens, des individus du passé ? Alors, oui, mais c'est toujours très compliqué. Déjà parce que le lien entre l'ADN et l'apparence des individus reste mal connu. Après tout, ça ne fait que 20 ans qu'on a séquencé le génome humain. Et il y a encore énormément d'études qui sont faites pour essayer de bien comprendre l'impact de chaque gène dans la biologie et dans le fonctionnement biologique de l'organisme. L'autre difficulté, c'est qu'on a aussi un impact de l'environnement. Nous ne sommes pas que notre génotype. Notre apparence, notre biologie va aussi dépendre de l'environnement dans lequel on est. Typiquement, la couleur de la peau est quelque chose qui est codé génétiquement. Alors là, on connaît très bien les gènes qui interviennent, l'impact de chacune des mutations. Simplement, votre couleur de peau codée génétiquement, elle va évoluer au fur et à mesure de l'année. Et si vous vous mettez au soleil, votre peau va foncer grâce à l'impact des UV sur votre peau. Ce qui est vrai pour le cas de la couleur de la peau est en fait vrai dans énormément de cas. La taille, typiquement, est quelque chose qui est extrêmement bien... Enfin, on sait que c'est codé génétiquement, c'est extrêmement génétique. Ça dépend vraiment d'une très, très forte héritabilité. Ça dépend de la taille de vos parents. Simplement, suivant l'environnement dans lequel vous allez grandir, la qualité de la nourriture que vous allez recevoir pendant votre enfance, vous allez aussi atteindre une taille qui est plus ou moins importante. Donc, on a cette difficulté qu'en fait, un phénotype, il est lié au génotype, il est lié à l'ADN, mais il est lié aussi aux facteurs environnementaux. Et la deuxième difficulté qui, là, est plus spécifique de l'ADN ancien, c'est qu'on va avoir besoin d'avoir des génomes de très, très bonne qualité, ce qui est souvent difficile quand on va travailler sur des individus dont l'ADN est dégradé. Et typiquement, mes individus de MENTEJ-TP, j'aurais bien aimé aller regarder quel était leur phénotype, mais malheureusement, le génome n'était pas d'une qualité suffisamment bonne pour qu'on puisse
aller s'intéresser à ces aspects-là. Cependant, on peut quand même essayer de déterminer quelle était l'apparence des individus du passé. Si je vous ai dit, en Europe, on a 3 populations qui sont à l'origine des populations européennes actuelles, 3 vagues de migration, et bien, elles étaient de phénotypes très, très différents. Les derniers chasseurs-cueilleurs mésolithiques avaient plutôt la peau foncée, des cheveux foncés et des yeux clairs, des yeux bleus. Les premiers agriculteurs néolithiques arrivés du Proche-Orient avaient, eux, au contraire, la mutation génétique qui cause, enfin une des mutations, la mutation génétique principale qui cause la peau claire, mais avaient des yeux sombres et des cheveux sombres. Et quant aux populations des steppes pontiques, là, on se retrouve avec une certaine diversité, une peau claire également, mais des yeux qui peuvent être sombres ou clairs, et des cheveux qui peuvent être sombres ou clairs. Donc, si on prend un peu le phénotype arien tel que l'extrême droite aime à le définir, avec la peau claire, les yeux bleus et les cheveux blonds, bah, en fait, ce phénotype n'est pas celui d'une population pure, si tant est que ça existe, ça n'existe pas, mais n'est pas celui d'une population pure, mais est le produit de variants génétiques qui sont venus de 3 populations différentes qui se sont métissées, certaines qui ont apporté le phénotype yeux bleus, d'autres qui ont apporté le phénotype teint clair, et d'autres encore qui ont apporté le phénotype cheveux blancs. Là où ça peut être encore plus intéressant, plus que cette représentation de ces populations du passé, là où ça peut être encore plus intéressant, c'est d'essayer de comprendre aussi le fonctionnement, la manière dont le fonctionnement des organismes ont évolué, et en particulier ont évolué en réponse à des changements culturels et des changements de mode de vie extrêmement importants. Le changement de mode de vie le plus important que l'humanité ait connu récemment, c'est quand même le passage d'un mode de vie chasseur-cueilleur à un mode de vie agriculteur-éleveur, avec une alimentation qui a changé de façon drastique. Et on voit également, effectivement, que dans les populations européennes, par exemple, on a une capacité de digérer le lait à l'âge adulte qui augmente, un variant génétique qui permet de digérer le lait à l'âge adulte, qui augmente en fréquence au cours du temps, avec une nouvelle adaptation à un aliment qui n'était pas présent dans l'alimentation des chasseurs-cueilleurs, mais qui devient présent dans l'alimentation des éleveurs, le lait. Et on voit également toute une pression de sélection assez récente, là aussi, sur des gènes qui vont permettre de transformer des lipides d'origine végétale en lipides que normalement on retrouve dans une alimentation riche en animaux. Et donc là, on voit aussi un changement de mode de vie, une pression de sélection qui augmente associée à ce changement de mode de vie et qu'on peut suivre en direct grâce à l'étude de ces variants génétiques. Bref, je conclus en disant déjà qu'on est sur une discipline qui est relativement jeune. L'idée d'aller regarder l'ADN qu'on trouve dans des échantillons anciens, ça n'a que 35 ans. L'idée d'étudier les génomes de ces individus, c'est permis par des développements méthodologiques qui sont assez récents. Donc la paléogénomique, l'accès au génome de ces individus anciens n'a qu'une grosse dizaine d'années. Donc on est sur une discipline jeune qui est encore en train de tâtonner et de s'émerveiller de tout ce qu'on va pouvoir retrouver comme information et de trouver aussi ses limites. Mais quoi qu'il en soit, malgré ces difficultés associées à la qualité très variable de l'ADN en fonction de l'âge de cet ADN, de son origine géographique, également de facteurs micro-environnementaux, on va pouvoir reconstituer ces caractères phénotypiques, de retrouver le sexe, de retrouver l'apparence de ces individus, le fonctionnement biologique de leur organisme, et puis surtout s'intéresser aux origines de ces individus, que ce soit les relations familiales, les arbres généalogiques, reconstituer des arbres généalogiques, mais également des relations à long terme pour étudier les événements démographiques de migration, de métissage, de croissance de population, etc., etc. La paléogénétique a un double intérêt, c'est une discipline qui se situe à l'interaction quand même entre les disciplines historiques, archéologiques d'un côté et les disciplines biologiques. Et si je vous ai beaucoup présenté des questions où la paléogénétique essayait de répondre à des questions historiques, des questions archéologiques, on a également un développement de plus en plus important de la paléogénétique pour des problématiques biologiques, pour essayer de mieux comprendre comment s'est passée l'évolution de l'espèce humaine et son adaptation à différents environnements au cours du temps. Et par exemple, je suis actuellement sur un projet en collaboration avec l'Institut Pasteur, où à partir de données paléogénétiques, on va essayer de déterminer si la peste noire a eu un impact sur la biologie des individus. Et puis là, je vous ai présenté quelques méthodes qui commencent à être bien rodées, mais il y a beaucoup de pistes de développement qui sont en cours, alors que ce soit sur une plus grande précision dans la comparaison des populations, qui sera permis par une amélioration des bases de données, une plus grande quantité d'individus dans ces bases de données, meilleur séquençage de ces individus.
des questions qui vont être plus là pour essayer de comprendre comment les structures sociales ont évolué au cours du temps, et en particulier les règles de mariage, vu qu'en ayant accès au génome des enfants, on peut essayer de reconstituer les règles qui ont présidé aux unions de leurs parents. Et puis d'autres choses qui sont plus compliquées, mais essayer de déterminer l'âge au décès des individus. Au fur et à mesure du temps, on a des marques qui s'impriment au sein de notre génome. Plus on est vieux, plus ces marques vont être biaisées d'une certaine façon, et on se demande si en essayant d'aller retrouver ces marques dans le génome des individus anciens, on va pouvoir reconstituer l'âge auquel ils sont décédés, ce qui serait un apport majeur, en particulier pour les enfants. On arrive à déterminer l'âge au décès assez facilement, mais pour les adultes, c'est beaucoup plus difficile. Donc voilà, ces pistes de développement sur la paléogénétique qui nous permettront, j'espère, dans quelques années, de nous retrouver en ayant plein de nouvelles informations à vous apporter. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, et puis je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, c'était extrêmement riche et passionnant. Vraiment, on a appris énormément de choses, à la fois sur la méthode et puis surtout sur ce que ça peut nous apprendre sur la connaissance de l'homme, et c'était vraiment extrêmement intéressant. Alors, je regarde s'il y a des questions parmi les auditeurs, soit par le biais du chat, soit évidemment directement en prenant la parole et en ouvrant le micro, peut-être pour laisser d'éventuelles questions, leur laisser le temps de mûrir. Je me disais, en vous écoutant, j'imagine qu'il y a aujourd'hui des enjeux très forts, voire même peut-être des enjeux géopolitiques autour de ces questions-là. Y a-t-il une forme de pression qui peut s'exercer par des gouvernements sur des scientifiques pour régler des questions de frontières, par exemple, entre États, ou est-ce que c'est une arme au service d'un pouvoir, possiblement? Alors, régler des questions, enfin on n'a pas de frontières qui ont été réglées grâce à de la paléogénétique, mais c'est clair que comme tout ce qui considère, comme toute la génétique des populations humaines d'une partie et de l'archéologie de l'autre, oui, c'est des enjeux qui peuvent être très facilement réutilisés par différents groupes politiques pour essayer de régler telle ou telle question. Alors, un des exemples les plus connus, c'est particulièrement en Amérique du Nord, où se pose la grande question qui étaient les premiers Américains. Et est-ce que les populations autochtones sont réellement les plus anciennes, et parce que voilà, elles demandent une position particulière dans la société grâce à leur ancienneté sur ce territoire. Et donc oui, on a eu des difficultés, en particulier pour obtenir l'autorisation. Alors moi, je n'ai pas travaillé sur ces sujets-là, mais les laboratoires de paléogénétique ont travaillé sur ces sujets-là pour obtenir l'autorisation d'analyse génétique des individus, avec quand même un grand risque de, si vous montrez que ces premiers humains en Amérique ne sont pas nos ancêtres, ça nous posera des problèmes. Bon, au final, ça s'est bien passé, c'était bien les ancêtres des populations amérindiennes actuelles, donc tout va bien, pas de souci à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'on a une réutilisation des données de la paléogénétique qui est effectivement sur le plan politique parfois assez sensible. Après, moi, j'ai jamais vraiment vu à part ce cas-là particulier des populations autochtones, alors il y a américaines, australiennes, enfin les aborigènes d'Australie également, on n'est pas gêné non plus pour faire nos études par ces enjeux politiques-là. Très bien, merci. J'ai quelques personnes qui se déconnectent en vous remerciant de cette communication très, très éclairante, hein, je résume. Et y a-t-il dans le public une question? Alors, j'en ai une dans le chat. On me dit, a-t-on pu observer au niveau génétique d'autres espèces accompagnant la migration humaine? Ouais, c'est une question qui est extrêmement intéressante. Oui, tout à fait.
Alors, on a typiquement la migration néolithique en Europe. Elle est accompagnée d'une migration de tout le bétail, donc les porcs, les moutons, les bœufs, les bovidés, etc., qu'on retrouve au néolithique en Europe, proviennent également du Proche-Orient. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, dans certains cas, par exemple pour les cochons, les porcs, il y a un métissage avec les populations locales qui va ensuite rebrouiller ce message de migration provenant du néolithique. Pour les canidés, la question est encore en discussion, mais de où a été domestiqué le chien, ce qui n'est pas encore extrêmement clair, et quelles sont les différentes migrations qui se sont passées. Mais on voit également sur les chiens des phénomènes de métissage. Pour les chevaux, pareil, on voit également une migration des chevaux à partir du berceau provenant d'Asie centrale. Mais là encore, à chaque fois, c'est des espèces, que ce soit les canidés ou les chevaux, pour lesquels on va pouvoir avoir des métissages avec les populations sauvages locales qui vont venir un peu brouiller le message. L'autre aspect, c'est qu'on peut suivre aussi, il y a au muséum une équipe qui s'intéresse à ça, pas les espèces domestiques, mais les souris, voir comment les souris ont accompagné la migration des humains en allant coloniser leur grenier à blé et puis en se déplaçant de grenier à blé en grenier à blé. Et on voit aussi un message chez les souris de cette migration néolithique. Bien, merci beaucoup pour cette réponse qui satisfait pleinement la personne qui l'a posée. Y a-t-il éventuellement une dernière question, peut-être? Je n'en vois pas dans le chat. Mais, écoutez, il me reste, Madame Bon, à vous remercier vraiment beaucoup pour cette intervention et pour cette communication très précise, passionnante et vraiment qui nous a appris beaucoup de choses et qu'on pourra retrouver sur la chaîne YouTube du CTHS et Metalvie, qu'elle va connaître une longue vie, cette communication. Merci beaucoup pour votre invitation et bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous et bonne soirée, Madame. Au revoir. Au revoir. Hop.